On s'est retrouvés à un moment où moi j'avais appris à vivre seule. C'était un peu une espèce de lâcher prise, de lui laisser porter mon bébé, de lui laisser me porter, prendre sa responsabilité de père et on sait pas être parent en fait. Pour immortaliser, l'émotion presque. Ouais, c'est Ouais. ça. Mais l'émotion beaucoup dans la tendresse et la connexion et l'amour. Merci d'avoir accepté déjà, l'invitation, je suis super contente. Avec plaisir. Alors tu viens d'être, maman d'une petite Naïla, c'est ça? C'est ça. Ouais, et quand est-ce qu'elle est née, cette petite? Elle est née le 22 octobre 2020, donc 2 jours après mon anniversaire. Ah ouais? Ouais, OK, c'est mon génial. cadeau d'anniversaire. Oh! Donc ça lui fait là à peu près, octobre, Bientôt 4 mois. 4 mois. Mmh. OK, ça marche. Justement, je voulais retracer avec toi un peu, mmh, l'histoire de Naïla. C'est Mmh vrai mh. que tu en parles un peu, sur les réseaux sociaux, mais je me posais des questions. Par exemple, la rencontre avec le papa. Tu avais Ouais. l'air, sûre de toi, que c'était le bon, pour être le père de tes enfants. Alors, j'aimerais bien en savoir un peu plus. Mmh mh. Bah, on s'est rencontrés il y a longtemps, il y a bientôt 12 ans, dans Ouais. une fête de village, en Ardèche. Lui, il est parisien et moi, je suis ardéchoise et donc il venait en vacances tous les ans en Ardèche depuis très longtemps et moi, je faisais la fête là-bas et on s'est pardon, il y a mon chat qui veut rentrer. Vas-y, vas-y. C'est cool d'avoir des invités. C'est ça. Donc voilà, on s'est rencontrés, on était tous les 2 un petit peu arrosés, plein milieu de soirée Mmh. et ça a été, le coup de foudre, instant, tous les 2. Donc Ouais. moi, je m'étais dit en plus, c'était une soirée entre copines, je m'étais dit: «Bon allez, ce soir, j'essaie pas de» j'avais 15 ans, donc c'était voilà, à l'époque, où on essayait un peu de draguer en soirée, tout ça et je m'étais dit: «Bon, ce soir, c'est entre copines, je vais pas chercher de dragouiller et tout» et puis je l'ai vu là, sur la piste de danse, il avait les spots sur lui, il avait les cheveux longs à l'époque, il les a encore, mais les Ouais. cheveux longs, blonds, lâchés, la chemise ouverte, il danse super bien. Donc c'était un peu, Apollon descendu sur terre, quoi. Vraiment, je l'ai vu, j'ai bloqué direct. Tu as buggé, ouais. Et ouais, j'ai complètement buggé et du coup, discrètement, je me suis un peu rapprochée en dansant avec les copines, en espérant qu'il me remarque et en fait, bah, lui m'avait carrément remarqué aussi apparemment et il était aussi avec ses copains, donc c'était un peu voilà et on a fini, sur l'intervalle d'une chanson, on a réussi à se rapprocher et sur celle d'après, on dansait ensemble. On se roulait des patins, je crois, sur la chanson d'après. Enfin voilà, c'était très rapide. OK. Mais ouais, direct, on a bien connecté, en tout cas au niveau de la danse, au niveau du rythme qu'on avait sur cette soirée-là, quoi. Mmh. Sachant que je connaissais pas son prénom, rien du tout, hein. J'ai appris son prénom à la fin de la soirée en demandant à son pote en mode dis donc le mec que je viens d'embrasser pendant 3 heures là, c'était qui au fait? Ouais. Voilà, on a échangé nos numéros et puis on s'est revus, je crois 2 jours plus tard. Entre-temps, moi, j'étais en fantasme complet, en mode: «Voilà, il était trop beau ce mec et tout, j'y crois pas», mais bon, voilà, l'été, on a l'habitude un peu de ces aventures, donc on se dit: «Je vais le revoir le lendemain et puis ça va être Ouais. pas pareil» Ouais, ouais. et en fait, je l'ai vu arriver et j'ai dit: «OK, en fait, il est encore En plus fait, beau si. que En c'est fait, bon». si, c'est bon, le fantasme continue, tout va bien. Exactement et voilà, c'est un Mmh. peu le début de l'aventure. On s'est dit: «Je t'aime» peut-être au bout de 2-3 jours, je crois. Mmh. On Mais est alors du coup, c'est quand que tu t'es dit, c'est: «Ah, je le verrais bien comme Bah, papa, alors de je me mes suis pas enfants». dit ça tout de suite, hein, ça Est-ce a que été c'était cette soirée-là? Non, ça m'étonnerait quand même. non, 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 mais oh, je l'entends parler dans le couloir. Non, je me suis pas dit tout de suite que c'était le père de mes enfants, parce que j'étais pas encore à une époque où je voulais des enfants, hein, Mmh. mais moi, c'était l'homme de ma vie, quoi. Mais encore une fois, j'avais pas conscience à cet âge-là de ce que ça impliquait. On était dans une relation à distance, donc c'était un peu compliqué. On a une relation du coup qui a duré 3 ans, puis on s'est séparés quand même au bout d'un moment. Mmh. On s'est Ouais. séparés pendant presque 6 ans. Et Mmh. mais en fait, c'est un peu il y a eu, pendant la séparation, on s'est un peu retrouvés à des moments et d'autres et en fait, je suis tombée enceinte une première fois, quand D'accord. j'avais 17 ans Mmh. et bah, on était tous les 2 pas prêts. Enfin, c'était même enfin, on a eu une mini séparation, je suis tombée enceinte, ça nous a un peu remis ensemble
Et mais on était tous les 2 pas prêts, donc voilà, il y a eu un avortement à ce moment-là. Et D'accord. mais ça nous a fait réfléchir sur le sujet. C'est sûr que ça nous a fait nous poser des questions et Mmh. moi, à ce moment-là, j'étais pas prête physiquement et dans mes études et dans ma vie, mais j'avais pas de souci avec le fait, enfin, ça me paniquait pas du tout que ce soit lui le papa, quoi. Ouais. Et, Mmh. et puis après, bah, séparation pendant 6 ans. Moi, j'ai beaucoup grandi, etc. Et je suis arrivée à un âge où j'envisageais d'avoir des enfants. Et Mmh. pendant tout le temps où on n'était pas ensemble, en fait, je m'étais dit, dans ma tête, je m'étais fait une promesse que je crois que c'était à 30 ans, si à 30 ans, j'avais pas d'enfant et pas de mec, je l'appelais et je lui demandais de me faire un enfant. Même OK. si on n'était pas ensemble. Voilà. Donc, Ouais, c'était clair pour c'était, toi, ouais, je sais mmh. pas, Mmh. il a tout, en fait. Il avait tout et même si peut-être à l'époque je l'aimais plus ou je pensais que je l'aimais plus, je savais que c'est quelqu'un en qui j'ai complètement confiance. Ouais, il est fiable, il est, il est droit dans ses bottes, il est respectueux, il est généreux. Enfin, il a pas de, voilà, c'est quelqu'un avec qui je pourrais laisser un enfant et j'ai pas de souci avec ça, quoi. Donc, Mmh. Est-ce que tu as senti que pendant cette période où vous étiez séparés, ça t'a permis de te développer, d'explorer des nouvelles choses toute seule, complètement. Je pense Ouais. qu'on serait pas où on est aujourd'hui si on n'avait pas vécu chacun de notre côté ces Mmh. années de séparation. Ouais. De son côté, il a vécu une relation longue, etc. Il a appris plein de choses. Bon, voilà, c'est dans sa tête, je sais pas Mmh. ce qu'il a vécu, Mmh mh. mais moi, vraiment, je me suis complètement découverte, en fait, toute seule, parce que je l'ai rencontré très jeune, donc on s'est construit sur Mmh. beaucoup de choses tous les deux. Et j'avais besoin de me redécouvrir un peu toute seule. En fait, on s'est retrouvés à un moment où moi, j'avais appris à vivre seule. Où j'avais Mmh. appris à apprécier Ouais. le célibat, la Mmh. solitude, et Mmh. où je m'épanouissais là-dedans complètement. Et donc, j'avais réussi à arriver à un stade où je me disais, j'ai pas besoin d'un mec pour être heureuse. Euh, Mmh. j'ai pas, je suis bien comme ça, quoi. J'ai plein de choses à faire, j'ai plein d'amis, et en fait, le copain, ce sera un bonus, quoi. Ce sera un plus Mmh. qui va Mmh rajouter mh. du bonheur à ma vie, mais sans lui, Ouais. je me porte bien, quoi. Mmh mh. Ouais, plus, l'image, de 2 personnes entières, qui se C'est ça. rapprochent et qui partagent des choses, Mais avec plutôt qu'une chacun moitié. aussi notre Mmh. vie, nos passions, même si finalement, maintenant, aujourd'hui, on est très fusionnels, on passe énormément de temps ensemble, on fait à peu près Mmh. tout ensemble, mais on est capable aussi de faire des choses séparées et on n'est pas dans la jalousie, dans la peur, voilà, et puis ça m'a permis aussi de beaucoup réfléchir sur ce que je voulais moi, en fait. Mmh. Parce que quand on était ensemble au début, c'était assez conflictuel entre la relation à distance, on était jeunes, on savait pas trop communiquer. Donc j'ai appris déjà à communiquer de façon non violente, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée, de façon Mmh. bienveillante. Et j'ai appris aussi à comprendre qu'est-ce que je voulais dans la vie, c'était quoi mes priorités. Et Mmh. de me mettre moi en priorité plutôt que de faire tout passer après les désirs de mon chéri. Et Mmh. ouais, d'arriver à dire, bah non, là ce soir je suis fatiguée, j'ai pas envie de voir mon mec. Ça veut pas dire que je l'aime pas, ça veut juste dire que j'ai envie de me foutre en pyjama dans mon lit avec une série Netflix, quoi. Et il y a pas de Mmh, mal à mmh, ça. mmh. Et, Ouais. et donc ça m'a beaucoup aidée de savoir aussi que je voulais des enfants, que je voulais une maison, un chien. C'est des choses que j'étais pas prête à sacrifier sous prétexte que le mec est pas prêt ou que il veut pas s'engager, comme beaucoup de, enfin, parfois les garçons vont dire, voilà, moi je suis pas prêt à vivre ça, etc. Mmh. Donc quand on s'est remis ensemble, c'est la première chose que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, si on se remet ensemble, je veux une maison, un chien, un bébé, et c'est non négociable, quoi. Ouais, ça marche. Et en gros, c'était, si on se remet ensemble, c'est pour la vie ou on n'essaye pas, quoi. Voilà, bah, oui, tu es arrivée, de retour avec vraiment, ouais, ce que tu voulais, tes valeurs et Ouais. c'est Je ça voulais, de passe toute par façon, rien. voilà, je voulais fonder une famille. J'en étais à un stade de ma vie où c'était ma priorité, et je voulais que l'homme avec qui je vis soit capable de se projeter là-dedans dans un futur proche, quoi. Mmh. OK. Voilà. Bon. Est-ce que tu peux, nous parler un peu de ta grossesse, comment ça s'est passé? Ça a été? Ben, ça a été. Alors, c'est une grossesse Covid, hein, comme beaucoup de femmes cette année. Mmh. Ça veut dire quoi ça, au niveau Bah, ça veut des dire que je suis tombée enceinte du coup en février 2020, mmh. juste un peu avant la Saint-Valentin. Et, et donc moi j'ai appris ma grossesse en mars, le 7 mars exactement. Oui, effectivement, c'était Voilà, en plein 3 dans jours la plus tard, période, on était confinés.
pour moi, ça a été un avantage d'être confinée, enfin d'avoir le Covid. Enfin, je l'ai bien vécu par rapport à la grossesse pour certaines choses. En général, j'ai très bien vécu ma grossesse. C'est quelque chose que, de toute façon, j'avais très envie d'être enceinte. C'était quelque chose dont j'étais beaucoup impatiente. Je trouve les femmes enceintes très belles. Je trouve la grossesse, c'est quelque chose de très beau. J'ai eu des nausées un petit peu les 3 premiers mois, mais rien de... Voilà, j'ai pas vraiment vomi. J'étais juste patraque comme un lendemain de cuite, quoi, pendant 3 mois. Avec quelques choses qui me dégoûtaient un petit peu. Et du coup, bah, c'est vrai que ça a été très calme, en fait, parce qu'on a eu mars, avril, ouais, presque 3 mois où on était chez nous à se reposer, tout ça. Après l'été, c'était un petit peu frustrant de ne pas pouvoir profiter justement de la liberté de l'été, parce que j'étais déjà quand même bien avancée dans la grossesse, donc on n'a pas beaucoup pu partir en vacances, on n'a pas beaucoup pu faire de rando, de balades, tout ça. Mais quand même, voilà, on a bien profité. Moi, j'en ai profité pour me détendre beaucoup. Comme je suis photographe de mariage, normalement, je devais avoir une saison assez chargée. J'avais 13 mariages et j'en ai fait que 3 finalement. D'accord. Ok, C'était enceinte. quelque chose qui m'angoissait pas mal de devoir faire des mariages enceintes parce que c'est quand même 10-12 heures de travail debout à courir un peu partout. Et donc, voilà, c'est bien tombé finalement. J'ai pas vraiment eu besoin de faire des mariages et quand j'en ai fait, c'était 3-4 heures, donc ça allait. J'ai essayé de la vivre de façon la plus zen possible, de parler à mon bébé. Je savais pas si c'était une fille ou un garçon. On a gardé la surprise jusqu'à la fin. Mais voilà, j'essaie de parler à mon bébé, de me détendre. On a passé une bonne partie de la grossesse aussi chez ma maman en Ardèche. On a déménagé, en fait, on a fait une transition. On est parti d'Annecy pour aller dans la Drôme, mais en attendant de trouver un logement, on s'est fait un peu une retraite en Ardèche. Et donc ça a été ressourçant, voilà, de trouver une nature avec les chiens, les chats. C'est des belles régions, voilà, Oui, les 3 que tu viens de me citer quand même. Oui, puis en plus, elle est dans un coin superbe, donc on a bien profité de ça, voir la famille. Ça a été vraiment un peu, ressource. Ça m'a beaucoup posé, ma grossesse, ça m'a beaucoup détendu, même pour la suite, ça m'a fait, je sais pas, ça m'a fait relativiser les choses. Ok, C'était un d'accord. peu le but, de le vivre de façon plus zen possible. Ouais. Et dans cette zénitude, tu es allée aussi faire de l'aptonomie? Oui, un petit peu. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe dans ces séances? Alors nous, on l'a fait avec un infirmier qui fait ça sur Rochemaure, qui était très gentil, qui s'appelle Stéphane. Et alors c'était pas vraiment ce que j'imaginais. Donc c'était pas forcément très centré sur le bébé. Après, on s'y est pris un petit peu tard. On a commencé vers 6 mois, je crois, alors qu'on conseille plutôt de commencer vers 4-5 mois. Mais quand on était en déménagement, tout ça. Et alors c'était les toutes premières séances, c'était presque une séance de psychologie avec mon chéri, un peu comme une thérapie de couple. Vous me posez plein de questions, un peu comme toi tu fais maintenant, comment vous vivez la grossesse, votre histoire et tout. Donc c'était sympa et c'était chacun sa version, donc c'était cool de se redécouvrir un peu notre histoire comme ça, comment on l'a vécu. Et après c'était beaucoup dans le contact intentionnel, donc vraiment le toucher intentionnel, le fait de surtout c'était beaucoup le papa envers la maman. C'était beaucoup mon chéri qui devait l'idée, c'est... Alors, on a fait plusieurs séances je ne me rappelle plus dans quel ordre c'était, mais il y en avait une où je devais me laisser aller contre lui, vraiment m'appuyer. On était debout et je devais m'appuyer contre lui. Et en fait, lui, il devait complètement me soutenir un peu le ventre et me porter. Et je devais vraiment... C'était un peu une espèce de lâcher-prise, de lui laisser porter mon bébé, de lui laisser me porter, prendre sa responsabilité de père. Et donc, c'était un peu à moitié psychologique, à moitié physique. C'était très agréable. C'était toujours un moment où on se retrouvait bien tous les deux, des choses qu'on ne faisait pas à la maison, des choses qu'on n'avait pas forcément le temps ou l'envie de mettre le temps ou l'intention de mettre le temps dedans. Et donc voilà, il y en avait une séance où ça m'a beaucoup marqué, où il devait imaginer que j'étais une sculpture et qu'il devait me façonner, me polir. Enfin, pas me polir, mais
voilà, Te les modeler, dernières ouais, touches quoi de il y avait j'étais gravée déjà, mais il fallait venir, ajouter les dernières touches pour adoucir tout ça et donc il devait me caresser tout le corps mmh. avec cette vision-là et c'était la détente complète, quoi. C'était le pied, moi j'étais, mais c'était une retrouvaille aussi entre nous, une façon de se toucher qu'on n'avait pas l'habitude et Ouais, ouais, ouais. qui Une nous a nouvelle forme beaucoup aidés à nous d'exploration, retrouver. pour vous 2 Ouais, et dans la relation, ouais. Donc tu dis exactement. que c'était plus, une connexion entre vous 2 plutôt Ouais. qu'une recherche avec le bébé, Après, il y avait aussi avec le bébé où vraiment il ouais, devait, toucher le ventre et essayer de parler à son bébé. Alors soit, à l'oral, soit simplement, dans sa tête, parce que c'est plus compliqué à l'oral quand il y a un mec, enfin quand il y avait le mec à côté, quand il y avait moi aussi. Mais simplement, voilà, de mettre ses mains sur mon ventre, de doucement essayer de guider le bébé, à le suivre un petit peu. Alors c'était plus ou moins efficace, mais on n'était pas dans la recherche de l'efficacité, on était vraiment dans la recherche du moment, quoi. mmh. Mais d'arriver beaucoup à placer le bébé aussi dans mon ventre. D'arriver à Ouais, dire au bébé, voilà, prends ta place, parce que j'avais le ventre vraiment beaucoup en avant. Moi, ça me mmh. pesait pas mal et on entend la puce qui pleure. Ouais, ouais, ouais. Et, et donc voilà, d'arriver à la mettre bien au fond du ventre, dans le dos, qu'elle s'étale bien sur tout le ventre pour que moi, ça me soulage en fait. Et ça, Mmh. c'était super impressionnant comment ça marchait bien, quoi. Vraiment Mmh. des massages aussi des jambes voilà, des espèces de massages pour ouvrir le bassin, c'était vraiment plus de la relaxation et de la détente et de la connexion entre nous et avec le bébé un petit peu aussi. Mmh. Vous avez J'imagine. continué après, Non, on n'y est pas retourné. On, Mmh. avec le Covid et tout ça, et Mmh. Ça marche. on a envoyé un petit faire-part à Stéphane. Parmi, j'imagine, tous ces faire-part, C'est ça. sur ce mur. Mais non, on n'est pas retourné. Je sais que ça se fait aussi en post-natal, Mmh. mais ça me parlait moins. Ça me parlait moins Ouais. et comme on a beaucoup, beaucoup de temps avec notre fille, je pense qu'on va un peu à l'instinct aussi. Mmh. Ça C'est ça. marche et ça a été la naissance, est-ce que, tu as accouché, à l'hôpital, c'est ça? Ouais, ça a été pas du tout comme on avait prévu. D'accord. On Vous avait comme aviez imaginé un projet ou Ouais, même à on l'écrit, avait, ouais? enfin, c'était pas du tout, hein, mais on avait comme projet d'accoucher à la maison. D'accord. Ouais. C'était un accouchement à domicile, un AAD, ça s'appelle. Mmh. Heu, Nous, ça nous parlait énormément, pour plein de raisons, plein de raisons. Oui, Qui sont que de toute façon, dès qu'on se renseigne un peu sur l'accouchement physiologique, on tombe vite dans l'accouchement à domicile et ça nous, ça faisait sens, en fait, d'être dans un lieu qui nous parle, qu'on connaisse, dans lequel on était vraiment à l'aise, d'avoir ce côté très intimiste. Moi, j'avais pas du tout envie d'intervention médicale, en fait. Je voulais pas que le corps mmh. médical me vole une partie de mon accouchement, même si Mmh. c'est pas leur volonté, hein, c'est pas de mais ouais, je voulais que toute mon ocytocine, elle soit pour mon bébé. Je voulais Mmh. qu'elle naisse dans un environnement intimiste, chaud, voilà, sombre, cocon, et en fait, ben, ça n'a pas été possible du tout parce que, j'ai perdu les os donc le matin tôt, à 6 heures du matin Mmh. et j'avais un liquide amniotique teinté et donc ça, D'accord. donc il était un petit peu vert. Ça veut dire Ouais. que le bébé a fait caca dans le ventre, dans le liquide et ça, c'est un signe, qui fait qu'on est obligé d'aller à la maternité. On ne peut pas faire d'accouchement à domicile dans ce cas-là. Mmh. Donc j'avais appelé ma sage-femme qui m'a dit de bien regarder la couleur du liquide, et donc elle m'a dit: «Voilà, c'est teinté, même si c'est légèrement, je suis obligée d'aller à la maternité». Ouais. Ouais, ouais, oui, oui, c'est la sécurité, quoi, ouais. C'est ça, parce qu'il y a des risques d'infection, en fait, pour le bébé et eux, ils peuvent pas prendre ce risque-là, en fait. Les sages-femmes sont obligées de se protéger comme elles ont beaucoup de contraintes, Mmh. d'ordre sécuritaire, justement. Donc Et c ouais. j'ai accouché, voilà, j'ai perdu les os à 6 heures du matin. J'ai pas réveillé mon chéri tout de suite. J'ai attendu un petit peu, je me suis dit: «Je vais le laisser dormir». Il y avait rien d'urgent, j'avais pas de contraction, rien du tout. Puis au bout d'un moment, je me suis dit: «Bon, quand même». Alors je l'ai réveillé tout doucement et je lui ai dit: «Chéri, je crois que j'ai perdu les os». Il était: «Hein, qu'est-ce qui se passe?»
Une fois qu'il a capté, il s'est réveillé. Quoi, hein, c'est pour aujourd'hui? Ouais, mais c'était marrant parce que je m'attendais un peu à la panique, justement, à perdre les os. Enfin, et en fait, on était tous les deux très zen, très posés, en mode bon, bah voilà, on va rencontrer notre bébé aujourd'hui, c'est cool. Alors, on a commencé à regarder si on avait tout dans la valise de maternité au cas où. On a discuté un petit peu. Puis donc, on a dû appeler la maternité. Ils nous ont dit de venir, mais qu'il n'y avait rien d'urgent. Et donc, on y est allé vers midi à peu près, le temps de tout préparer. Et j'avais toujours pas de contraction, en fait. Enfin, j'en avais des très, très, très légères, un peu. Je sentais que ça se contractait un peu toutes les 10 minutes, mais c'était pas du tout douloureux, quoi. Donc ça n'a pas l'air d'avoir été difficile pour toi de faire un peu ce deuil-là, de pas accoucher à la maison. Non. Ouais. Non, je pensais que ce serait beaucoup plus difficile que ça, parce que c'est vrai qu'on était vraiment planifié là-dessus, quoi. On savait qu'il y avait une possibilité de maternité, mais on n'était vraiment pas parti pour. Et étonnamment, je sais pas, j'étais zen encore une fois. Je me suis dit, bah c'est comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Et tant pis, tant mieux. Et j'ai pas pleuré, j'ai pas été déçue. Je me suis juste dit, bah on y va, quoi. Et parce que aussi c'était pour la sécurité de mon bébé, que j'allais pas remettre en cause des causes médicales, quoi. Et même maintenant, avec du recul, avec comment ça s'est passé, je pense que je suis contente d'être allée à la maternité. Je sais pas comment je l'aurais vécu à la maison, hein, mais je l'ai bien vécu à la maternité parce que du coup, voilà, on y est allé à midi, ils nous ont fait un monito. J'étais ouverte à 1, donc rien de. Ça avançait petit à petit, il n'y avait pas de souci. Et donc, ils nous ont mis dans une chambre en attendant et on s'est posé. Moi, j'ai commencé à avoir des contractions un peu vers 14h. Donc, j'ai commencé à regarder un petit film à la télé et à essayer de faire des. Oui. On a envie de t'es pas loin, là. T'es pas loin du tout. J'ai beau squatter, peut-être que le tétou de maman, ça y On va essayer le tétou de maman pour s'endormir. Voilà, c'est bon. C'est branché. C'est branché, c'est bon. Ça marche. Du coup, je disais oui, contraction vers 14h. Et en fait, ça allait très vite en termes d'intensité des contractions. C'est vite passé de presque rien à je douille quand même pas mal toutes les 2-3 minutes. Et puis après, c'est devenu très douloureux. Attends, la puce. C'est devenu très douloureux, très rapproché. Donc j'avais toutes les 1 ou 2 minutes, j'avais une contraction, voire vite toutes les 30 secondes. Et j'avais très très mal dans le bas du dos. Et donc en fait, j'ai demandé la péridurale très rapidement. Moi qui étais partie sur un truc complètement physio, j'avais vraiment vraiment mal. Et je pensais pouvoir gérer. En fait, au bout d'un moment, plus du tout, quoi. J'étais complètement débordée par les contractions. Et le truc, c'est que j'étais pas du tout dilatée. Donc, quand ils sont arrivés, ils m'ont dit, vous êtes à 2. On peut pas vous mettre la péridurale avant 3. Donc, il va falloir attendre un petit peu. Donc, j'ai attendu un petit peu. On a essayé de faire des respirations, de se mettre sur le ballon. À un moment, on s'est dit, vas-y, on va marcher un peu. J'ai tenu jusqu'à la porte de la chambre, jusqu'à ce que je dise, non, on va se remettre sur le lit. C'était très bien sur le lit. Mon chéri a été là presque tout le long. Enfin, il a été là tout le long à me faire un peu des massages dans le dos, etc. Et j'ai redemandé la péridurale. J'étais toujours pas dilatée. J'avançais pas du tout. Ils m'ont quand même mis du Nubin, ça s'appelle. Donc, c'est une espèce de dérivé de morphine pour apaiser un petit peu. Et ça m'a shooté, quoi, un petit peu pendant 1 heure et demie. Ça m'a pas mal apaisé. J'avais quand même mal, mais ça m'a pas mal apaisé. Puis c'est revenu au bout d'1 heure et demie où j'avais vraiment de nouveau très très mal. J'ai redemandé la péridurale une 3e fois. J'étais toujours pas dilatée à 3, donc toujours pas. Mais par contre, je pouvais pas reprendre de Nubin parce qu'ils en avaient donné il y a pas longtemps. Et finalement, on a pris une douche pendant, je crois, 1 heure et demie. Et je suis passée à 10 pendant ce temps-là, en fait. Donc, l'accouchement a duré 7 heures en tout, entre vraiment le début du travail et l'accouchement en lui-même. Donc, je suis arrivée donc, je te dis, à 14h, ça a commencé, et à 20h43, elle est née. Et donc, en fait, on a pris la douche, et on est sorti de la douche, et j'avais vraiment mal encore. Et donc, on a appelé une 4e fois, où j'ai encore demandé la péridurale. Ouais. Et la sage-femme est arrivée et m'a dit, non, en fait, là, vous êtes à 10, madame, on va vous amener en salle de naissance. Donc,
on peut encore vous poser la péridurale, mais voilà, est-ce que vous voulez ou pas? J'étais complètement, enfin voilà, j'étais dans mon vortex, donc je lui dis je sais pas. Et donc on l'a pas mise et je regrette pas du tout parce que en fait le plus dur était passé. Le plus dur c'était les contractions. Et finalement la délivrance en soi, l'expulsion, ça a été plus un soulagement que des douleurs. J'avais envie de pousser très fort, donc j'ai suivi ce que mon corps me disait. J'ai beaucoup crié, très fort. Mais Comme dans les films, quoi. ouais, c'est ça. Non, en plus, enfin, j'étais pas en souffrance, quoi. C'était juste que j'avais vraiment ce besoin de pousser et donc fallait que je l'exprime, quoi. Fallait que je le. Et puis je voulais qu'elle descende, quoi. Donc j'étais vraiment, mais tu vas sortir, moi. Mais alors, ils m'ont emmené en salle de naissance. Ils ont des salles nature à la maternité de Montélimar. D'accord. Mais bon, ça n'a pas changé grand-chose. La seule chose qui m'a dérangée, en fait, c'est que j'étais obligée d'avoir le monitoring en permanence pendant la délivrance. Ça, c'était un peu embêtant parce que j'étais pas hyper libre de mes mouvements. Et du coup, c'était un peu gênant, mais ils ont accepté que je me mette dans la position que je voulais. Donc, je me suis accroupie au pied du lit. Je leur ai demandé d'éteindre les lumières, d'amener du chauffage parce qu'il n'y avait pas de chauffage, il faisait froid. Et voilà, et en fait, je me suis accroupie au pied du lit et j'ai poussé. Alors, le gaz, il m'avait mis je crois que je sais plus quel gaz, c'est un gaz pour apaiser un petit peu. Bonjour. Salut. Et voilà. Et le plus douloureux, ça a été le cercle de feu, donc le passage vraiment au niveau du vagin, quoi, quand sa tête a commencé à sortir. Et là, j'avais tellement mal que j'ai pas attendu la prochaine contraction pour la faire sortir. Je savais qu'il y avait sa tête qui était à moitié sortie et la sage-femme me disait, voilà, elle est presque là. Et du coup, j'ai dit, allez, vas-y, je donne tout. J'ai poussé fort, 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 fort. Et ploup, elle est sortie comme un boulet de canon. Et voilà, je suis là. Et donc, c'est la sage-femme qui l'a attrapée, qui me l'a donnée tout de suite. Elle a dû la porter une seconde, le temps de me la passer. Et voilà, je l'ai attrapée, je l'ai serrée contre moi. J'avais une tête, mon chéri m'a dit, et je me rappelle, j'avais la tête, je devais avoir des yeux en de la taille d'une soucoupe chacun, quoi. Vraiment choquée. Mais c'est un bébé, c'est vivant, c'est sorti de moi. C'était très impressionnant. Elle est sortie, je crois que de l'instant où elle est sortie, elle a commencé à pleurer, à hurler. Donc voilà, on n'a pas eu de soucis, elle était en très bonne santé, en pleine forme. 3 kilos, un petit bébé, du coup, parce qu'elle est née 3 semaines en avance. 3 kilos, 47 cm. T'étais un peu sidérée, c'est ça? Ouais, moi j'étais complètement sidérée, moi. Ouais. Choquée, vraiment choquée. Mais en bien, mais voilà. On n'a pas regardé tout de suite si c'était une fille ou un garçon. D'accord. C'était tellement pas la priorité que ils m'ont posé dessus, on lui a fait des câlins, on a fait la tétée d'accueil. Elle n'a pas réussi à téter. Et donc voilà, 5-10 minutes après, au bout d'un moment, je crois que c'est moi qui ai demandé, au fait, c'est une fille ou un garçon? On n'avait pas encore coupé le cordon, je crois, d'ailleurs, quand on a regardé. Il me semble, parce que ça gênait un peu pour regarder. Et on m'a dit que c'était une petite fille. Voilà. Et comment ça s'est passé, la rencontre dans les mois à venir? C'est compliqué, les 3 premiers mois. Ouais. Alors, c'était déjà très compliqué par rapport à l'allaitement, parce que... J'adore, elle doit être attirée par les images. Ouais, regardez l'écran. Tu veux regarder l'écran, ça bouge. Ça brille, hein? Ouais. Les 3 premiers mois, c'est assez compliqué parce que elle avait un frein de langue. Ouais. Je vais la ramener à sa mamette parce qu'on va pas y arriver sinon. Vas-y. Oui, tu veux m'incruster sur la conversation. Et oui. Maman, on remballe tout ça. Tchac, tchac, tchac. Tchac, tchac. Oui, donc elle avait un frein de langue restrictif. Ouais. C'est nous qui avons demandé à regarder ça à la maternité parce que eux, ils n'avaient pas forcément regardé cette piste-là. En fait, elle n'a pas su téter du tout. Donc la tétée d'accueil, elle n'a pas réussi. J'ai des vidéos encore où elle pleure, elle n'arrive pas à s'accrocher au sein. Et on a passé 4 jours à la maternité parce qu'en plus, comme elle avait le liquide teinté, il fallait qu'il fasse plein d'analyses. Elle avait des électrodes sur le corps pendant les 3 premiers jours.
Et je crois que tous les 4 heures, il venait checker son pouls, etc., etc. Et du coup, elle a pas su téter. Il fallait vraiment lui mettre le sein dans la bouche et la tenir, et elle prenait pas beaucoup. Donc, on l'a complémentée à la pipette. Moi, j'exprimais mon lait manuellement. Et ils ont coupé le frein en partie à la maternité, mais ça a été fait. Ils sont pas formés pour ça, donc ils l'ont fait comme ils pouvaient, mais c'était pas complet. Et en fait, arrivé à la maison, ça marchait toujours pas, ça suffisait pas, elle arrivait pas. Donc c'était dur, quoi. Je savais pas quoi faire. J'envisageais pas autre chose que l'allaitement de toute façon. Donc j'avais pas du tout envie de donner le biberon ou quoi que ce soit. Mais du coup, ça a te gêné quoi pendant ces quelques jours? Ben, pendant à la maternité, tu veux dire? Ouais, c'est nourri de quoi? Elle avait mon lait, mais à la pipette, en fait. Ah oui, Donc, à la pipette, pardon. moi, j'exprimais vraiment dans une petite cup qu'ils nous donnaient. Et on avait une petite pipette de 1 millilitre, D'accord. donc on lui donnait 1 millilitre par 1 millilitre, en fait. Et moi, j'essayais de la mettre au sein le plus souvent possible, donc elle arrivait à attraper un petit peu à chaque fois, j'imagine, mais vraiment peu, quoi. Après, au tout début, tant qu'il n'y a pas de montée de lait, c'est du colostrum, mais ils n'ont pas besoin d'énormément. Et les sages-femmes étaient impressionnées quand je leur disais que j'arrivais à donner 30 millilitres de colostrum en une fois. Elles étaient là, c'est sûr, c'est pas 3, non, c'est 30. Donc j'avais pas mal de colostrum. Donc elle a perdu du poids pendant quelques jours, comme tous les bébés. Et finalement, elle a réussi à reprendre quelques grammes à la fin. Donc ils nous ont laissé sortir, quoi. Donc c'est ça que tu dis. À la maison, dur, quoi. Ouais, ce qui est dur, c'est l'allaitement. C'est ce qui l'allaitement. revient. Au tout début, oui, c'était vraiment le sujet, vraiment le sujet à problème. Après, le reste, c'était autre chose et c'est venu après. Mais les tout premiers jours, c'était vraiment ça. C'était la nourrir, quoi, lui donner à manger et moi, trouver une solution pour pouvoir lui donner à manger, quoi. Donc, on a essayé les bouts de sein, mais ça me faisait tellement culpabiliser. Elle arrivait avec les bouts de sein, mais moi, je voulais pas. J'avais trop peur de foirer l'allaitement avec ça. Et on est allé en urgence chez l'ostéo le lendemain du retour à la maison et elle a débloqué direct. Dans l'heure d'après, elle savait téter. Donc ça a été vraiment le truc que je recommande à toutes les mamans qui ont un bébé qui n'arrive pas à téter, c'est d'aller voir un ostéo le plus vite possible. Et débloquer au niveau musculaire, il y avait la ostéo-articulaire. mâchoire, le crâne, il y avait des tensions, des choses qui étaient bloquées en fait, qui faisaient qu'elle n'arrivait pas à attraper, à s'accrocher. Et ouais, tout de suite après, elle a pu téter. Alors, pas de façon optimale, parfaite, etc. Mais elle a commencé à vraiment prendre le sein, quoi. Et après, les autres... Ce qui est dur, en fait, je trouve, avec un tout bébé comme ça, c'est que il interagit pas du tout avec nous, en fait. Vraiment, tout bébé, il nous voit presque pas. Il suit pas du tout du regard. Et donc, on se retrouve face à un petit être qui pleure, qui a faim, qu'il faut nourrir, qu'il faut bercer, qu'il faut faire plein de choses, qu'il faut aimer. Il faut l'aimer, on sait qu'il faut l'aimer, mais en même temps, on sait pas quoi aimer, quoi. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est presque pire qu'un animal, parce qu'un chat ou un chien, ça va nous donner de l'affection en retour. Là, pas du tout, quoi. Et je trouve ça assez dur, ouais, du coup, on a un peu l'impression de se vider d'amour et de tout donner et d'avoir rien en retour au début, quoi. Et heureusement que j'ai toujours mon chéri qui est à la maison pour prendre le relais, parce que c'est fatigant. En plus, on est épuisé parce que bébé dort pas. Enfin, très peu. On pouvait pas la poser du tout, comme beaucoup de bébés. Donc, on était vraiment en portage, en écharpe, en sling ou alors à bras. Mais dès qu'on voulait la poser pour faire dodo ou quoi, c'était pas possible. Fallait qu'elle dorme sur nous. Toute la journée, fallait la porter. Et oui, des fois, des pleurs complètement inexpliqués parce qu'elle avait mal au ventre, parce que on s'inquiète de tout. Donc, si elle pleure, qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle a mal au ventre? Est-ce qu'elle a envie de vomir? Est-ce qu'elle est fatiguée? Est-ce qu'elle a faim? Quand elle vomissait très rarement, mais elle a vomi 1 ou 2 fois. C'était la panique. Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il faut que je lui donne... comment je lui donne à manger? Est-ce qu'elle va revomir après? Est-ce que... Voilà. C'est tout plein de choses où tout de suite on se dit, mon Dieu, il faut que j'aille à l'hôpital, ça va pas. Ouais. Donc ouais, beaucoup. Puis je suis du genre un peu angoissée, légèrement. Enfin, je suis pas du genre à dire, oh, surtout pas au début où je connais pas du tout, quoi. Donc, Et je trouve j'ai l'impression en fait
J'aurais aimé qu'on me livre un mode d'emploi, quoi. Ouais. Mais, mais malheureusement, c'est pas le cas. Et donc, j'ai l'impression Mmh. qu'on sait pas être parent, en fait. Enfin, ça s'apprend, mais ça s'apprend avec un peu de temps. Et les tout premiers jours, c'est dur, je trouve. J'aurais aimé avoir quelqu'un avec moi tout le temps qui me dise, là, il faut que tu l'apprennes comme ça, là, il faut que tu fasses ça, là, ça va aller comme ça. Mmh. Et Mmh. j'ai eu un peu ça parce que j'avais une amie qui est doula qui m'a accompagnée. J'ai ma maman qui est venue très rapidement pour nous aider, etc. Donc, j'ai été très entourée et je pense que ça aide énormément. Mmh, mmh, mmh. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas fait de dépression postpartum, j'ai pas de baby blues, j'ai pas eu de gros. Mais ouais, c'est. Mmh. Là, ça commence, ça fait 1 mois ou 2 que ça commence à être vraiment plus chouette. Où Mmh. elle commence à nous faire. Bah, à partir du moment déjà où elle commence à nous sourire, Mmh. déjà ça. Ouais, quand tu Voilà, as un on sent qu'on a une retour, connexion qui se crée, quoi. mmh mh. Ouais, une sorte de feedback, de ta fille, Ouais, quoi. ça va, tu t'en sors bien, maman. Ça me fait du bien que ce que tu fais, donc bon après voilà, c'est dur, mais c'est rigolo aussi et c'est émouvant et évidemment on est en amour avec elle, mais c'est pas le même amour. C'est de l'amour physiologique, quoi. C'est de l'amour de, il faut que c'est de la survie plus que Mmh. de l'amour vraiment, je pense. Et Mmh mh. Et donc c'est vrai que j'avais hâte, et j'ai toujours hâte qu'elle grandisse encore un peu, quoi. Qu'on arrive vraiment dans ces périodes où elle commence à babiller, où elle commence à vraiment à attraper des choses, à interagir, à réagir à des choses. Là, en ce moment, elle se réveille le matin avec un grand sourire, et c'est vrai que ça, c'est plus chouette qu'un ouah. Ouais, ouais, ouais. Mm. Un ouin et je te vois pas très bien maman, tu un peu floue là. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Puis les bisous, c'est presque une agression au début pour eux parce que Mmh. enfin voilà, ils connaissent pas encore tout ça, donc c'est vrai qu'on, Mmh. non, Mmh. ouais, ça nous perd un peu comme, Mmh. Ouais, ce réservoir vide, et ouais. du coup, bah, justement, comment tu fais aujourd'hui pour essayer de te remplir un peu de que ce soit avec elle ou avec d'autres choses dans ta vie? Bah, c'est un peu là, c'est un peu dur. Mmh. Justement, en plus en temps de Covid, on est un peu, on a un peu marre, j'avoue. Ouais. Alors on se Mmh. remplit, ben, déjà parce qu'elle, elle commence vraiment à être, plus éveillée, donc elle nous comble de sourires, elle commence à rigoler, on a vraiment des échanges avec elle, on peut lui parler, on lui chante des chansons, elle réagit vraiment à ces choses-là. Donc ça déjà, ça ouais, ça met du baume au cœur. C'est sûr que si elle pleure pendant 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure et qu'on commence à vraiment fatiguer et puis que d'un coup elle s'arrête, elle nous fait un sourire, bon voilà, c'est tout oublié, quoi. Mmh. Mais Mmh. c'est vrai que d'être H24 tous les deux, enfin tous les trois avec notre fille, ça pèse, ça commence à peser beaucoup. Et Mmh. on se sent un peu vidé, un peu. On a besoin de social, quoi. C'est vrai que là, ces temps-ci, dès qu'on peut voir des amis ou de la famille, on essaye un maximum parce qu'on s'imprègne, quoi, de contact social, même si c'est pas forcément physique, juste de pouvoir parler à d'autres gens que notre enfant qui nous comprend encore un peu à moitié. Ouais. Et nous, bah voilà, au bout d'un moment. Après, on est très bien tous les deux, donc on n'a pas de souci à vivre que tous les deux, tous les trois maintenant, mais on a plein de discussions, on se dispute jamais, on rigole beaucoup, donc on se convient à nous deux finalement. Mais ouais, on a besoin d'interaction sociale. Mmh, C'est mmh, autre mmh. chose que de penser à notre fille et à ses cacas et à ses pipis et est-ce qu'elle a bien mangé et avec quelle couleur son caca aujourd'hui, quoi. Enfin, parce que c'est ça le sujet de conversation finalement. Bah oui, ouais. C'est Ouais, un peu, ouais. on tourne un peu en rond, quoi. Donc ouais, là on a besoin de se remplir, ouais. On se Mmh. sent. Et puis moi, c'est vrai que là, je suis un peu en train de remettre en question l'allaitement aussi, justement, Mmh. par rapport un peu au fait que ce soit pesant, que je sois sa seule source de nourriture, parce que pour l'instant, elle prend ni le biberon, ni la cup, ni le dalle, enfin, elle prend rien d'autre que mes seins. Mmh. Et donc, c'est pas fatigant en soi, mais c'est une pression et une charge mentale, en fait, qui est compliquée à gérer et Mmh. qui fait que là, par exemple, ben, quand je veux travailler, quand j'ai un rendez-vous client, parce que j'ai repris un peu le travail,
je travaille à la maison, mais j'ai quand même repris le travail et des fois, je dois partir en séance. Bah, voilà, je sais que je vais être interrompue, je sais que si je pars en séance, bah, faut que je la laisse à son papa, mais que potentiellement, elle va avoir faim, qu'il va devoir gérer un bébé en crise, qu'elle va rien prendre d'autre en attendant que je rentre, donc faut que je me dépêche. Donc il y a toujours un peu Mmh. cette espèce de course contre la montre de me dire: «Je peux pas partir plus de 2 heures parce qu'après elle va avoir faim». Faut bien timer Mmh. le moment où elle tète Mmh. et c'est dur quoi de me dire, là si je pars, si j'ai besoin, ben, ma fille elle va là je suis partie une journée sur Paris et quand je suis rentrée, elle avait presque rien pris de la journée quoi, donc c'est Mmh. voilà, c'est le genre de choses qui est un peu pesante et qu'il faut, toujours un peu ajuster en fonction, s'écouter aussi et moi je sens que ça peut devenir une contrainte et que du coup je veux pas vivre comme ça quoi, donc Ouais, ouais. C'est un questionnement en ce moment. c'est ça. Mmh. Mmh. Puis en plus j'ai des engorgements à répétition, j'ai des douleurs parce qu'elle comme elle avait son frein, elle tète pas encore de façon optimale et puis en plus en ce moment, elle fait une poussée dentaire, donc elle fait des greffes de tétées, elle Mmh pleure mh. malgré le fait qu'elle ait le sein, donc faut la faire téter debout en faisant des squats et donc c'est vrai que ça Mmh mh. vraiment c'est fatigant quoi Ouais, il et faut peser les avantages et les inconvénients, quoi. c'est Mmh. ça Mmh et puis mh. comme c'est un moment tellement intime avec elle, je veux le vivre de façon positive, j'ai pas envie d'être en souffrance et d'appréhender chaque tétée quoi. Mmh mh. C'est vrai que voilà, c'est des réflexions en ce moment en tout cas. Mais bon, pour l'instant, la réflexion se limite à ma réflexion puisqu'elle ne prend de toute façon pas de biberon. Donc Ouais. c'est elle qui choisit pour l'instant, pas Mmh. vraiment moi. Mmh. Ça marche. Donc du coup, tu vas reprendre, enfin, tu es en train de reprendre, le travail. Tu Mmh. es photographe, Mmh mh. c'est ça? Et qu'est-ce que tu prends en photo alors? Dis-moi. Les gens qui s'aiment, Les gens qui s'aiment. c'est ça, c'est à peu Ouais. près ça parce que ça s'applique un peu à tout, en gros, je suis photographe sociale, on appelle ça. Ah ouais, Mmh. ça a un nom comme ça? Ouais, OK. photographie sociale, donc c'est, photos de mariage, famille, couple, bébé, grossesse, accouchement. J'ai un accouchement prévu, en août là cette année si tout va bien, donc Mmh mh. tout ce qui tourne autour de la famille et du couple en fait. Mmh. Mmh mh. Et comment ça t'est venu ça? C'est arrivé en même temps que ton désir d'enfant ou pas du tout? C'était vraiment avant, Je pense pas, c'est un peu bizarre, j'arriverai pas à décrire un déclic, Mmh. pour ça. Je Mmh. sais que je fais de la photo depuis très longtemps, hein, je fais de la photo depuis mes 14 ans, je crois que j'ai eu mon premier réflexe, parce que voilà, j'étais curieuse de faire des photos de paysages, d'objets, d'insectes, voilà, de m'amuser avec ça quoi Ouais. et mais à la base, moi, mon métier de formation, c'est, animatrice de dessin animé. D'accord. Je Animatrice, ça veut dire, je quoi? fais si je faisais bouger les personnages, je faisais vivre les personnages de dessin animé donc Trop cool. soit en Ouais. dessin, soit en 3D à l'ordinateur. Mmh. Hem, donc c'est quand même quelque chose de très centré sur les émotions, sur le fait de transmettre des émotions à une audience et de faire vivre les choses. Mmh. Donc ça me paraît assez cohérent finalement quand j'y repense. Mmh. C'est beaucoup d'observations, des gens, de leur, des signes que les gens ne voient pas. Enfin, il y a beaucoup de choses très subtiles dans l'acting. Enfin, en fait, c'est un peu de l'acting. C'est un peu comme si j'étais une actrice, sauf que c'est pas moi qui joue, c'est mes personnages, en fait. Mais en Mmh. soi, je suis actrice enfin, j'étais actrice à travers mes personnages et en fait, c'est un métier qui m'a passionnée pendant quelques années et puis au bout d'un moment, je sais pas, ça me convenait plus et entre-temps, je faisais toujours de la photo mais la photo, à un moment, ça a commencé à me lasser aussi de faire des photos qui avaient pas de sens, en fait. Dire que prendre des photos, des coccinelles dans le jardin, bon, bah, c'est rigolo, c'est chouette, on s'amuse, on comprend son appareil photo, on joue avec, les réglages et tout, mais en soi, pour moi, ça transmettait rien, en fait Mmh. et hem et pendant que je travaillais, un jour, j'ai un ami, du travail, un collègue qui m'a dit qu'il allait se marier Mmh. et je sais pas pourquoi, mais je lui ai dit: «Vas-y, si tu veux, je fais tes photos de mariage». Mais vraiment, j'ai aucune idée de pourquoi je lui ai proposé, quoi. Juste, j'avais envie de faire de la Mmh. photo et je sais pas, ça m'a parlé et donc je lui ai proposé, il m'a dit: «Ouais, carrément», alors que je lui ai montré des photos que j'avais fait. J'avais jamais fait de photos j'avais fait quelques photos de mes copains, copines. Si, je faisais beaucoup de photos parce que j'ai une grande sœur qui a 3 enfants
Ouais. Et donc, à chaque fois que j'allais en famille, je faisais beaucoup de photos de la famille. Donc, les photos des anniversaires. Et j'aimais beaucoup faire des photos des enfants. J'ai des très belles photos de mes neveux et nièces, de ma famille. Et ça, j'aimais beaucoup, ouais. Donc, je pense que ça a dû jouer un petit peu, peut-être. Euh, donc, je vais montrer peut-être quelques photos comme ça que j'avais faites et tout. Et ça a branché. Et du coup, j'ai fait son mariage. Et ça a été un peu le déclenchement du truc où je me suis dit, ah ouais, pas bête. J'ai commencé à me renseigner sur le sujet et à me former un peu toute seule via YouTube, en fait, principalement. J'ai fait des formations en personne avec d'autres photographes aussi. Puis j'en ai fait un, puis j'en ai fait un autre. Et puis je me suis dit, allez, je vais demander à des amis de poser pour moi, pour faire des photos. Enfin, poser, de faire des séances photos de couple avec moi. Et voilà, ça s'est lancé petit à petit comme ça. Est-ce que tu sais par quoi ton œil il est attiré quand tu prends en photo? Ce moment où tu décides de cliquer, c'est souvent quel moment? C'est les moments de tendresse, de connexion. Mmh. Enfin, de toute façon, c'est Mmh. vraiment quand j'ai fait un peu une introspection il n'y a pas très longtemps, justement, sur c'est quoi qui me fait vibrer dans la photo, qu'est-ce que je veux transmettre, mon pourquoi, on appelle ça en marketing. Ouais. Et mon pourquoi, c'est ça, c'est la connexion entre les gens. C'est vraiment le moment où ils se laissent aller et où ils vont fermer les yeux, ou alors ils vont se regarder dans le blanc des yeux et se dire je t'aime, ou se le dire avec les yeux, ou se le dire avec les mains, mais où ils vont, ouais. En fait, c'est des moments où je me dis, moi, quand je suis avec mon chéri, par exemple, il y a des moments où on se fait un câlin et je me dis, putain, qu'est-ce que j'aimerais que quelqu'un soit là pour prendre ça en photo parce que c'est beau quand même. Parce que là, on se dit qu'on s'aime, parce que là, on est tendre, on est beau. Et c'est ça que je veux prendre en photo, en fait. Ouais, pour immortaliser l'émotion presque. Hein. Ouais, c'est Ouais. ça. Mmh. Mais l'émotion, ouais, beaucoup dans la tendresse et la connexion et l'amour. Parce que ça peut être aussi, il y a des photographes qui sont plus concentrés sur les émotions, le rire, les pleurs, voilà, moi, c'est plus vraiment tout. Sur un mariage et sur une séance, je vois les photos qui me restent, les photos que je livre. Ouais, ça va être de la tendresse, de l'amour. Mais pas de l'amour en mode oh là hyper surjoué quoi, c'est sincère, vraiment l'amour sincère. Donc le moment où ils arrivent en fait à oublier que je suis là quoi et à se dire clairement et ça après c'est là que mon métier rentre vraiment dans une prend son sens et où c'est pas juste de prendre une photo, c'est tout ce qui amène à cette photo qui est hyper intéressant et qui est un boulot énorme finalement. Ouais. Et justement, tu veux nous parler un peu de tes outils quelle est ton attitude à toi? Bah, c'est quelque chose qui est en développement en permanence parce que Oui. chaque personne est différente, donc chaque couple va être différent. Donc j'ai pas de recette magique, on va dire. J'ai quelques trucs où je sais que si j'ai quelques astuces qui marchent à tous les coups. Donc je sais que ça, je les utilise sauf si le couple fait et à fond et oublie complètement que je suis là et là j'ai rien à faire. Mais dans beaucoup de situations, il faut quand même que je guide un peu mes clients. Bah, j'essaie déjà d'avoir un ton, moi, qui s'adapte un peu à ce qu'ils ressentent et à ce que je veux qu'ils ressentent. Je les briefe beaucoup en amont d'une séance, donc je leur explique beaucoup en amont que c'est une séance où le but c'est qu'ils se laissent aller, qu'ils oublient que je suis là. Je leur dis pas il faut que vous soyez naturel, je leur dis par contre il faut que vous vous concentriez l'un sur l'autre. Donc ça c'est le truc principal, c'est que pendant une séance couple ou famille ou quoi que ce soit, on regarde pas l'objectif, on regarde pas le photographe, on se concentre l'un sur l'autre. L'idée c'est d'arriver à les mener à créer une petite bulle dans laquelle ils peuvent s'exprimer plus ou moins librement avec leurs limites à eux et où moi je vais les guider. Alors parfois je vais leur dire voilà je sais pas, essayez de vous montrer avec les mains comment vous vous aimez, essayez de vous faire un câlin le plus fort possible, de repenser à un moment que vous avez passé ensemble qui vous a ému, simplement de les faire marcher, jouer, rigoler, les laisser un peu être eux-mêmes aussi parce que souvent ils sont gênés donc ils vont dire des blagues, ils vont faire les andouilles et moi je les laisse faire en fait et je rentre dans leur jeu. Et j'essaie soit de continuer dans leur jeu quand ils sont dans la rigolade, en essayant que ça parte pas trop dans la rigolade parce que je veux qu'ils arrivent quand même à trouver ce moment où ils arrivent à se centrer et à rester sérieux.
Mais en même temps, au début, il faut quoi. Il faut extérioriser. Je peux pas arriver en séance en mode allez, salut, roulez-vous des patins devant moi, vous aimez à la folie quoi. Ça marche pas, c'est pas possible. Il y en a qui y arrivent, mais c'est rare quand même. Ouais. Donc la plupart du temps, on arrive, je les fais marcher un peu, je leur dis voilà, regardez-vous, essayez de marcher comme si vous alliez vous pousser l'un l'autre et tout, donc ça les fait rire. Ils vont vous marcher en vous regardant dans les yeux, en essayant de vous embrasser, donc comme ça ils essaient de s'embrasser. J'ai des moments super rigolos parce que ils se cassent à moitié la figure, ils s'embrassent, ils sourient, mais ils se regardent, donc ils me regardent pas moi. Et en fait, avec ça, on arrive à capter les petits moments entre en fait. Et après, petit à petit, quand je sens qu'ils arrivent à se poser un peu plus, qu'ils ont arrêté tout le côté on se fait des chatouilles, on se fait des proutes sur la joue et on se lèche les joues comme ils font à peu près tous. Là, j'essaie de les mener vers ça va être, on utilise un peu des invitations. Donc, je vais leur demander, par exemple, de se dire l'un l'autre 3 raisons pour lesquelles ils sont ensemble, de se parler d'un moment en particulier, souvent, je les mets simplement, je leur dis voilà, mettez-vous face à face et essayez de vous faire des câlins, de jouer avec vos cheveux, de vous caresser le visage, de vous redécouvrir un peu, soit en fermant les yeux, soit. Enfin voilà, c'est très. J'essaie d'appliquer un peu ce que j'ai appris à l'autonomie aussi, justement, qui je trouvais qui était ce côté reconnexion. Et ça m'a vraiment marqué. Et maintenant, des fois, pour les séances grossesse, surtout, j'essaye de trouver un moment pendant la séance où je les pose, soit debout, soit dans un lit ou dans un canapé, où je leur dis voilà, posez-vous et essayez de caler vos respirations l'un sur l'autre et essayez de vous laisser aller. Voilà, la maman, laisse-toi aller contre le papa, laisse-le porter le bébé. Le papa, essaie de redécouvrir les formes de ta femme parce que tu la connais pas comme ça finalement, tu la connais probablement depuis des années d'une certaine manière et là elle a des formes, un corps complètement différent et souvent je lui dis voilà, essaie de le redécouvrir avec tes mains et à travers ton toucher de lui montrer, de lui faire sentir que tu la trouves belle, que ses formes tu les trouves belles, que tu la trouves forte, que tu la trouves enfin voilà, ce côté aussi femme forte, puissance féminine, féminin sacré, j'ai envie que j'essaie d'amener vers ça aussi, ouais. Ça encore, ça dépend toujours des séances et des couples. Il y en a qui vont être très réceptifs et d'autres qui vont jamais arriver à passer un certain cap. Et c'est pas grave, en fait, on arrive toujours à avoir des belles photos et quand vraiment je sens qu'ils sont bloqués parce qu'ils sont une gêne ou quoi, je sors les astuces qui marchent à tous les coups et on fait toujours des belles photos, ils sont contents et on passe un bon moment. Le but primordial aussi de mes séances, c'est pas forcément les photos à la fin, c'est aussi le moment qu'ils ont passé. C'est que quand tu fais une séance photo et qu'en fait t'as pas passé un bon moment parce que t'étais stressé, parce que t'étais pas confortable, parce que t'avais froid, parce que X raison, parce que t'as pas apprécié le photographe, et en fait à la fin les photos elles ont pas la même saveur. Elles sont teintées en fait de cette mauvaise moment, expérience. Et moi je veux qu'ils aient les photos et que ça leur rappelle un moment cool quoi. Est-ce que tu as des retours parfois de personnes qui te disent: «Ah bah là, j'ai redécouvert quelque chose» ou «J'ai appris quelque chose pendant la séance sur l'autre»? Appris, je sais pas. J'ai souvent des retours de c'est cool, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé un moment vraiment tous les deux. Surtout pour les couples avec des enfants ou choses comme ça où ils me disent ouais, ça nous a fait du bien de se dire ces choses. Aussi, quand je les amène à se dire des choses, des fois, ils me disent ouais, ça faisait longtemps qu'on s'était pas dit ces choses-là, ça faisait longtemps qu'on s'était pas autant embrassé, qu'on s'était pas autant câliné. Et j'aime bien ce côté-là, ouais. J'ai ces retours-là. Après, je me place pas dans de la photothérapie et je pense que c'est un métier complètement à part et j'ai pas envie d'être thérapeute. Enfin, ouais, je me sens pas thérapeute. Je veux juste qu'on passe un bon moment, quoi. J'ai pas vraiment une onde de retour sur on a appris quelque chose ou une épiphanie, mais souvent, ouais, c'était un bon moment. On s'attendait pas à être aussi détendu, à autant rigoler, à être autant dans le moment et souvent voilà, ça nous fera des bons souvenirs. J'ai souvent aussi où ils me disent voilà, j'ai les larmes aux yeux en regardant les photos parce que c'est des émotions qui sont fortes. Parfois j'ai des couples qui pleurent en séance aussi parce que ça fait remonter des choses. Ouais, ils atteignent un niveau de lâcher prise Ouais.
qui leur fait remonter des émotions. Ouais, Bah, ils c'est chouette. sont vraiment dedans, en fait. Et pour l'avoir vécu, parce que du coup, en tant que photographe, on est souvent les moins pris en photo. Et donc, c'est important pour moi d'avoir fait des photos. J'en ai fait pour la grossesse, j'en ai fait en couple avec mon chéri et avant, et avec la puce aussi. Mmh. Et je sais que l'ayant vécu, vraiment les plus belles photos qu'on a, c'est celles où nous deux, on était dedans, quoi. On faisait plus attention à la photographe ou au photographe. On était immergés dans le fait de se faire des câlins, dans le fait de se poser et les photos Mmh. sont magnifiques derrière, quoi, parce que c'est un Mmh. moment où on sent dans la photo de toute façon que on avait lâché prise, quoi. Mmh. 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 T'as fait des autoportraits ou c'était toujours quelqu'un d'autre qui... J'en ai fait quelques-uns, mais moi, l'exercice de l'autoportrait me parle pas trop. Mmh. Ok. Je m'y retrouve jamais vraiment et c'est pas un truc qui m'inspire. J'aime bien avoir le point de vue d'un autre photographe. Mmh. Mmh. Ouais, la relation avec le photographe Ouais. t'aide, ouais. Et pour finir, quels sont tes projets aujourd'hui? Comment t'imagines ton travail dans les prochains mois, ta vie de famille? Je suis en train de créer un studio là, donc derrière moi. Donc ça, Ok. c'est un assez gros projet finalement, d'avoir un local où vraiment je vais pouvoir accueillir mes clients pour des rendez-vous clients, pour des séances. Donc j'aimerais vraiment avoir un lieu tout cocooning. Parce que pour l'instant, je fais des photos à domicile ou en extérieur et c'est vrai que des fois, il y a des gens qui sont pas forcément à l'aise avec le fait d'avoir des photos de chez eux ou je me dis pour les parents qui viennent d'avoir un bébé, nous l'ayant fait, faut ranger avant que le photographe il arrive, faut enlever les couches sales, les bavoirs, les langes, les morceaux de biberon, Mmh. et donc d'avoir un lieu finalement où tout est déjà prêt, mais quand même dans l'ambiance que j'aime apporter, ce serait top. Là, les projets, c'est de relancer l'activité le plus possible dans les mois qui viennent, quoi, parce que ça me manque terriblement, vu qu'avec le Covid, on n'a pas fait, enfin, la Covid, j'ai pas fait beaucoup de photos, ni de séances, ni de mariage. Là, j'ai besoin de retrouver mon métier, quoi. Et donc, Mmh. ça va être, après, avec la petite, c'est plus compliqué, donc potentiellement, ça va être aussi la découverte de la crèche, de trouver Mmh. un équilibre pour pouvoir, moi, m'épanouir dans mon métier et en même temps que mon copain ait du temps aussi pour lui, pour son métier, parce qu'il est en train de se lancer à son compte aussi, et Mmh. qu'on puisse passer du temps avec la puce. C'est aussi pour ça que j'ai choisi le métier de photographe, c'était pour pouvoir passer le plus de temps possible avec mon enfant, Mmh. être à domicile, donc pour ne pas avoir à la laisser 8 heures par jour à la crèche. J'ai envie d'être là pour ses découvertes, j'ai envie de l'accompagner, j'ai envie de Mmh. ne pas la laisser pleurer. Donc voilà, et puis on a des projets de faire construire une maison bientôt, donc on est aussi dans ces recherches-là, trouver un lieu qui nous plaise. Voilà, profiter de la puce. Dans l'immédiat, on n'a pas de projet de deuxième bébé tout de suite. Peut-être un chien, peut-être. Si j'arrive à Ah, convaincre il le chien. manquait le chien là. Ah mais là, j'y travaille, j'y travaille. Merci d'avoir regardé l'émission Nos liens. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour suivre les prochains épisodes. Vous retrouverez dans la barre d'infos le lien vers ma boutique en ligne avec des sweats, des t-shirts pour adultes, pour enfants, des bodys pour bébés et des tasses ornées de mes illustrations. Vous retrouverez aussi le lien vers mon cours en ligne destiné aux parents pour apprendre à masser son bébé et à mieux appréhender ce chamboulement émotionnel et relationnel qu'est l'arrivée d'un enfant. Idéal pour créer un lien privilégié avec le bébé et mieux le comprendre. L'ensemble des cours peut être offert comme cadeau de naissance en cliquant ici. Enfin, je vous mets aussi toutes les informations concernant l'invité du jour. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!